3 semaines, un mois environ, je n'ai pas regardé le dernier discours de celui qui est encore aujourd'hui à la tête du pays en France. Ni celui de son bras armé d'ailleurs, et je ne regarderai pas l'allocution qui est prévue ce soir. Pourquoi ? Il y a 3 raisons principales à ça. Déjà, la première, c'est que j'ai banni toute télévision de mes lieux de vie depuis presque 15 ans maintenant. Ça faisait déjà très longtemps que les informations des médias mainstream me saoulaient, à être en boucle tout le temps, avec les mêmes mots, avec toujours les mauvaises nouvelles, voire les pires news de l'humanité. Toutes les belles actions ou les initiatives, elles étaient systématiquement occultées. Parce que c'est vrai que le bonheur, ça fait pas vendre, quoi. Le reste des émissions, pour 99% d'entre elles, je les trouvais toujours d'une banalité et d'une médiocrité affligeante. Il n'y avait pas de réelle nouveauté, il n'y avait pas d'apprentissage. Et puis j'avais gardé à l'esprit un discours qu'un PDG d'une grande chaîne avait évoqué en disant que par rapport à la pub, il vendait du temps de cerveau aux grands annonceurs. Et c'était exactement ça, c'est du divertissement en mode abrutissant pour un lavage de cerveau programmé, comme on dit. Et on peut peut-être dire que ça a plutôt bien marché. Pourquoi j'ai pas regardé les diverses allocutions de nos gouvernants ? Franchement, je souhaite pas accorder d'importance ni mon temps à ces annonces de confinement, de reconfinement. Sans rentrer plus avant dans le débat, franchement, c'était prévisible, quoi. Vous n'avez pas remarqué que les mêmes infos sont toujours relayées plusieurs jours à l'avance, avec des débats, des annonces dans la presse, etc., etc. Un petit peu en mode on tâte le terrain, quoi. Si on reprend la dernière fois par rapport au dernier confinement, la date du 28 octobre, elle circulait déjà sur certains réseaux sociaux depuis fin septembre, début octobre. On peut quand même se poser la question, non ? Et puis il y a aussi une chose notable, c'est que le fait que ça soit répété en permanence, ça conditionne les esprits à ce qui va être dit. Ça permet de mieux le faire passer. En psychologie, on appelle ça de la manipulation mentale. Et le constat, c'est que quand l'annonce officielle est faite, combien de personnes se sont dit « Ah bah ouais, on s'en doutait, hein ». Est-ce que vous avez réalisé la conséquence de ce genre de comportement ? C'est un peu hallucinant parce que quelque part, ça provoque une forme de résignation, un consentement tacite de la majorité des personnes. Et au final, il y a peu de réactions. Il y a des réactions sporadiques quand les personnes sont directement touchées. Mais il n'y a pas tant d'analyse et de prise de recul que ça. Il y a une autre chose également, c'est que de toute façon, honnêtement, que vous regardiez ou pas les infos sur une télévision, on finit toujours par réussir à les récupérer. Sous une forme ou sous une autre, on arrive toujours à les récupérer. Le meilleur exemple pour ça, c'est que si vous avez la chance de partir en vacances, combien de personnes n'arrivent pas à déconnecter et continuent à checker leurs notifications et sont au courant de toute façon de ce qui se passe dans le monde. La troisième raison, c'est que, et je pense que c'est celle-ci certainement la plus avantageuse, la troisième raison pour recevoir une information un tant soit peu décalée, c'est qu'on n'est pas impacté aussi directement, ou tout au moins pas aussi violemment qu'on pourrait l'avoir de façon frontale. On n'est pas impacté de la même façon par la charge émotionnelle que peut provoquer telle ou telle annonce. Et quelque part, avoir l'info en décalé, ça permet une mini prise de recul, qui peut peut-être paraître dérisoire, mais cette prise de recul, elle permet tout de même de se mettre en distance dans la façon dont on va appréhender toutes les informations qui nous sont dispensées. Et donc le fait de les appréhender et de les recevoir différemment fait aussi qu'on les vit différemment. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire faire la politique de l'autruche, qu'on est ignorant de ce qui se passe, ça serait d'ailleurs assez difficile. Ça aurait l'air de vivre sur une île déserte. Mais l'avoir en décalé permet de faire le petit pas de côté nécessaire pour pas se prendre ce genre d'informations en pleine figure
et ça permet d'amortir un tant soit peu l'impact qui peut apparaître violent pour certains. Ce qui est parfois plus délicat à gérer, je ne sais pas si le mot est bien choisi, c'est aussi l'entourage, parce que ce soit la famille, les amis, les collègues, ces derniers, sans forcément vous demander votre avis, vont vous abreuver de remarques, de commentaires, vont vous donner l'information sous une forme ou sous une autre, avec, qui plus est, le fait que ces informations soient passées par leur prisme de leur propre peur et interprétation. Alors c'est délicat parce que parfois on se récupère un petit peu la patate chaude, comme on dit, et puis on se retrouve comme une boule d'émotions, on est pétri des projections, des peurs des uns et des autres, et ça peut complètement nous plomber, quoi. Salut à tous, salut la team internet, c'est à nouveau Valérie pour une nouvelle brève. Moins qu'on puisse dire, c'est que nous continuons à vivre une période plutôt dense et animée, et on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer avec tous ces épisodes hallucinants ou surréalistes, je ne sais pas quel est le bon mot, qui nous sont proposés. Quand je parlais tout à l'heure du dernier confinement, c'était reparti pour un tour avec les autorisations de sortie. En plus, maintenant, à défaut d'avoir la permission de minuit, on a la permission de 21h. C'est le double effet qui se coule. C'est plutôt sympa, hein. Et puis en plus, avant la mise en place, je ne sais pas si vous vous souvenez, on nous a laissé 48 heures pour être de bons élèves, de bien prendre le temps de préparer les petits papiers avant la mise en place effective. Alors, ne vous méprenez pas, je ne me moque de personne, je ne juge personne. Je préfère essayer de conserver un certain sens de la dérision, tellement ces décisions qui nous sont imposées sont absurdes, arrogantes, meurtrières, en dépit du bon sens. Et une petite parenthèse, je ne peux m'empêcher de penser que si les desseins et les intentions de certains étaient de réduire les humains en outils de production, de ce que je peux voir, de ma carte du monde aujourd'hui, je pense que cette fois-ci, certaines personnes ont été beaucoup trop gourmands et que ça va se retourner contre eux. Bref, comme je le disais dans une brève précédente, les mots ne sont jamais neutres ni anodins. Je vais vous prendre l'exemple, c'est pour ça que je parlais un peu de dérision. On nous parle de reconfinement plus souple. Alors, un reconfinement peut être souple. Voilà, moi, il va falloir m'expliquer. Souple pour qui, pourquoi ? Un reconfinement souple, mais avec un durcissement des mesures de contrôle. Il n'y a pas un peu de contradiction là-dedans, là vous voyez la rhétorique, c'est les associations des mots. Il n'y a rien qui vous choque ? Souple, mais dur. Alors, quand je dis ça, n'y voyez aucune allusion grivoise de ma part ici. Mais franchement, quand on met des mots comme ça et qu'on les associe, on nous prend vraiment pour des demeurés, quoi. Alors après, quand on reprend la chronologie, environ 15 jours plus tard, on nous remet une petite couche de culpabilisation. On prend les mêmes et on recommence. Nous sommes des mauvais élèves, c'est de notre faute. S'il y a de nouveau une augmentation, bla bla bla. Alors moi, je prends les paris avec vous. Vous allez voir que, sans regarder ce soir, on va nous dire que ça va être assoupli le reconfinement pour Noël. Ah oui, forcément. Il va bien falloir consommer un petit peu quand même. Mais consommer sous condition, hein. On peut acheter le sapin mais pas les boules, quoi. Et puis je pense que ce que ça va provoquer, c'est que les gens vont se dire « Ah bah c'est gentil quand même ça de penser à Noël, hein. » Là il y a quand même un malaise. La situation à la base est anormale. Alors trêve de plaisanterie, tous ces messages qui nous sont adressés depuis des mois maintenant ont quand même un peu pour vocation de rendre les gens fous, tout au moins de les rendre très très obéissants. Et en psycho, on appelle ça aussi les injonctions paradoxales, parce qu'on ne sait plus quoi croire, et ça provoque un espèce d'état hypnotique, en mode sidération. Et ce qui est clair, c'est que c'est super efficace comme tactique ou comme stratégie pour obtenir l'obéissance. Beaucoup de gens sont encore ou dans le déni, je ne saurais pas parler en leur nom, ou n'osent pas forcément croire certaines formes de malveillance. Alors, en résumé, si je vous la fais brève, les adultes, nous avons le droit de bosser.
enfin de travailler pour ceux qui vont pouvoir continuer à travailler, qui ont le droit de travailler. Et alors là aussi, quand on réfléchit un petit peu, qu'on pose les choses sans affect, moi j'avais toujours pensé que travailler pour subvenir à nos besoins primaires était quelque part un droit fondamental et inaliénable de l'être humain. Mais peut-être que j'ai oublié un épisode. Les enfants, eux, ils ont le droit de continuer à apprendre ce qui est permis dans les manuels scolaires officiels. Et puis tous ensemble, nous avons le droit d'aller consommer ce qui est soi-disant essentiel en dépensant dans les commerces officiels désignés par l'État. Si je vous dis ça comme ça vous fait penser à quoi, ce type d'organisation en termes de société? Est-ce que ça vous semble normal que ce soit l'État qui définisse ce qui est essentiel pour vous, pour nous? Ne sommes-nous pas capables de savoir ce qui est essentiel pour nous-mêmes? Alors les étudiants, ou tout au moins les collégiens et les lycéens, eux, ils ont encore le droit d'être formatés selon les règles en vigueur. Les jeunes esprits sont encore influencés par les manuels d'État. Il y a un truc que je comprends pas bien, malgré tout, c'est pourquoi les autres, plus âgés, qu'ils soient à la fac ou en école, eux, suivent leurs études à distance. Parce que si soi-disant il faut limiter la circulation, je pense que si on fait la somme des écoles primaires, des écoles maternelles, des collèges et des lycées, ça fait quand même beaucoup plus de monde que les facs et les écoles. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est qu'une fois je m'étais amusée à regarder les données sur le site de l'Éducation nationale, ce sont les chiffres de 2017. Et justement, j'avais été effarée de voir les ratios. Parce que pour vous la faire en grosse maille, il y a deux chiffres à retenir, sur 100 bouts de choux qui sont en CP, il y a seulement 5 sur ces 100, donc 5%, qui seront bacheliers en filière générale. Alors là aussi, vous n'êtes pas obligé de me croire, vous pouvez aller vérifier, Éducation nationale, scolarité 2017. Alors peut-être aussi parce que les étudiants plus âgés de 18 ans, ils ne rentrent plus dans le cadre de la loi qui impose l'obligation d'instruction et de formation. D'ailleurs, à ce propos, il y a eu un petit décret qui est passé le 5 août 2020 qui a modifié la loi relative à l'instruction. Allez jeter un coup d'œil, ça peut être intéressant. Mais de façon beaucoup plus cynique, et en y réfléchissant bien, peut-être que d'envoyer les enfants mineurs à l'école ou suivre les cours au collège et au lycée, ça laisse, pour ceux qui le peuvent, comme je disais tout à l'heure, ça permet ça laisse le temps et l'opportunité aux parents d'aller travailler. Il y a quand même aussi une donne importante, c'est qu'on oblige les femmes à accoucher avec des masques, alors que quand on accouche, on apprend justement aussi à travailler son souffle et sa respiration. Donc je ne ferai aucune allusion aux messieurs qui ont pondu, sans mauvais jeu de mots, cette loi et ces décrets. On va aussi obliger les enfants à partir de 6 ans à être masqués. Et là, personnellement, je trouve ça quand même grave parce que je ne sais pas si vous voyez toutes les implications, au propre comme au figuré d'ailleurs, avec tous les aspects symboliques que ça peut représenter. À 6 ans, on masque les enfants pour leur apprendre à vivre. On leur apprend la dissimulation, à se dissimuler, à se masquer, à masquer leurs émotions, à masquer leurs sourires. Moi, je suis quand même très dubitative sur cette volonté, cette espèce de délire de contrôler le destin des enfants à peine nés. Ça pose quand même des questions. Est-ce que vous vous êtes demandé quel est le but de tout ceci? Peut-être que là aussi, j'ai dû louper un épisode sur ce qu'est être un être humain. Et comme j'exprimais dans une brève précédente, dans un cadre professionnel, dans une ancienne vie, ou aujourd'hui dans les accompagnements en coaching, je peux mesurer combien, encore en tant qu'adulte, nous avons de nombreux conditionnements sociétaux, familiaux à dissoudre et à éliminer pour enfin exprimer qui nous sommes et nos pleins potentiels. Et là, on commence à mettre une muselière aux enfants. On va leur apprendre à produire, à travailler, et à être de bons outils de production pour payer des dettes qui ne leur appartiennent pas.
Ça, c'est du projet, comme on dit. Hein. Je ne vous ferai pas un cours sur la gestion de projet, mais c'est ce qu'on on appelle ça, avoir une vision. Et cette notion de vision, visiblement, il y a des gouvernants qui semblent en avoir une pour le peuple. Vision qui, à mes yeux, est plus que discutable. Mais surtout, nous n'avons pas la même vision pour nous-mêmes. Donc j'aurais envie de vous dire, si on élargit ou si plutôt on restreint le débat et que l'on revient à nous, à vous, la vraie question c'est, et vous, quelles que soient les circonstances extérieures, vous, quelle est votre vision pour votre propre vie? Vous allez encore et toujours continuer à laisser les autres décider à votre place, avec cette sempiternelle dualité comme seule alternative? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes quand même en plein dedans actuellement et ça devient de plus en plus violent. Alors, en toute douceur, depuis quand vous êtes-vous perdu? Quelle est votre vision pour votre vie? Qui voulez-vous être? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Peut-être que vous y avez apporté vos propres réponses, mais vous ne savez pas forcément comment faire. Il y a un grand sentiment d'impuissance aussi. Et peut-être que là, tout de suite, maintenant, quelle est la plus petite action ferez-vous pour tendre vers votre vision? Merci. J'espère que cette émission vous aura intéressé, que là encore, elle vous aura permis certaines prises de conscience pour redevenir acteur, actrice de votre vie, qu'elle vous aura permis de réfléchir à faire des choix qui sont et qui seront bons pour vous, sans attendre des solutions miracles venant de l'extérieur, car vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon et essentiel pour vous. N'oubliez jamais ça. Pensez à vous abonner et à liker si vous souhaitez que nous restons en lien. Là encore, si vous pensez que votre développement personnel est essentiel et si vous souhaitez aller plus loin pour que je puisse vous accompagner, eh bien vous avez les liens pour prendre rendez-vous dans les descriptions. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée, selon l'heure à laquelle vous écouterez cette émission. Et puis, petit clin d'œil, n'oubliez pas, soyez doux et douce avec vous-même. À bientôt.